Salut à tous, bienvenue dans ce cours sur la peinture à l'huile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre un gros robot extrêmement énervé. Tout d'abord, la création de la référence photo et le dessin avec le quadrillage, etc. Étape 2, je vais vous parler un petit peu de la grisaille, ça veut dire comment est-ce que j'ai fait pour peindre en fait les valeurs sur la toile, de sorte à avoir en fait une peinture qui soit cohérente déjà au niveau des valeurs avant de passer à la couleur. Étape 3, on va parler de la colorisation, comment est-ce que j'ai fait pour appliquer justement les couleurs qu'on voit sur la peinture. Et pour l'étape 4, on va parler du rendu. Donc disons après l'étape 4, c'est une étape où tout est un petit peu mélangé, on va effectivement parler de valeurs mais aussi de couleurs. Et là on va vraiment en fait prendre le temps de s'appliquer et faire en sorte que le rendu soit joli. Donc pour ceux qui connaissent pas, cette espèce d'énorme robot qui a l'air très énervé vient d'un univers héroïque dark fantasy qui s'appelle Warhammer 40 000 et qui parle en fait d'un futur dystopique. Et en fait dans le monde réel, cet univers il se traduit par des collections de figurines qui peuvent ensuite être utilisées pour jouer avec des formes de jeux de plateau, etc. Un petit peu comme le jeu de plateau Risk que tout le monde connaît, sauf que là en fait on collectionne sa propre armée et en fait on doit les peindre aussi, on doit les monter. Donc il y a toute une partie du hobby qui va être autour du modélisme, ce qui explique pourquoi j'ai cette version qui est juste là. En fait, j'ai utilisé ce personnage, que j'ai éclairé de la façon désirée. J'ai placé ma caméra un petit peu basse, de sorte à avoir une vue légèrement contre-plongée, à lui donner un aspect un petit peu grand. Et au final, j'ai eu plusieurs choix de photos, et j'ai choisi celle-ci. Évidemment, ça ressemble pas vraiment à la peinture finale, parce que moi j'ai rajouté des flammes au sol, etc. Mais il faut savoir que le fait d'utiliser des objets ou des logiciels 3D, c'est quelque chose qui est extrêmement commun chez les illustrateurs en fait. Donc quand vous verrez éventuellement à l'avenir des images qui sont entre guillemets d'imagination, c'est-à-dire qui ne font pas partie du monde réel, et vous vous demandez comment c'est possible de faire une chose pareille, eh bien sachez que très souvent, les peintres et les illustrateurs utilisent ou des logiciels 3D, donc dans ce cas-là on peut littéralement tout montrer, ou alors tout simplement des figurines ou des sculptures, ou alors bricoler ses propres formes en mousse ou ce genre de choses, pour réussir à avoir un modèle qui va nous donner en fait les informations fondamentales nécessaires à la création d'une illustration avec une belle perspective, une belle profondeur. Évidemment, c'est toujours possible de faire ce genre de truc à 100% d'imagination, mais c'est évidemment beaucoup plus difficile en fait, tout simplement. Donc vous-même n'hésitez pas, vous pouvez acheter de la pâte à modeler et faire vos propres formes, ou acheter par exemple des petits arbres ou des choses comme ça, si vous avez envie, admettons, de faire une petite clairière, vous allez dehors, vous prenez du sable, vous modelez le sol, vous placez vos petits arbres, vous prenez par exemple une lampe que vous allez éclairer d'une certaine façon, vous allez maintenant avoir du coup toutes les ombres portées de tous les arbres que vous aurez placés sur le sol, et ensuite ce sera votre travail de faire en sorte que le petit arbre en plastique comme ça se ressente comme étant un arbre immense si vous en avez envie. Mais dans l'ensemble, ce qui compte, c'est qu'il est tout à fait possible de modeler le monde réel avec des petites miniaturisations pour ensuite en faire même quelque chose d'immense, à l'instar de cette figurine qui est relativement petite et qui finalement a donné une illustration, on a l'impression que c'est un robot qui fait 40 mètres de haut. Donc gardez ça en tête, chez les artistes, il y a énormément de gens qui trouvent des stratagèmes et qui bricolent en fait de sorte à pouvoir avoir des références photos qu'ils vont pouvoir utiliser ensuite dans leurs œuvres. Donc une fois qu'on a la photo, c'est pas des masses compliquées en fait, vous trouvez le stratagème que vous voulez, de sorte à pouvoir le redessiner sur votre toile et puis le peindre en utilisant la référence. Moi dans mon cas, j'ai utilisé un quadrillage, tout ce qu'il y a de plus standard et facile pour pouvoir reporter mon robot avec les bonnes proportions et à la bonne taille, tout simplement. Et ensuite tout le reste, les petits personnages en bas, les arbres, etc., c'était plus du mal fait. Pour l'étape 2, on va passer à la grisaille. Là en l'occurrence, on appellerait ça plutôt une brunaille, ça veut simplement dire que c'est une version en noir et blanc de la peinture. En l'occurrence là c'est du marron et du blanc, donc c'est pas exactement noir et blanc, mais c'est le même concept. Le but c'est d'établir des valeurs, ça veut dire des blancs et des foncés, de sorte à en fait voir les formes en 3D, pour ensuite plus tard dans le processus rajouter la couleur. Donc c'est parti, je vais vous parler un petit peu de ça, la grisaille. Alors une fois que mon dessin il est fait, j'ai simplement en fait dessiné sur du blanc grâce au carreau qu'on peut voir un peu partout, là j'ai fait donc une mise au carreau comme j'avais dit précédemment, et je vais utiliser de l'essence de pétrole mélangée avec du marron Van Eyck. Le marron Van Eyck c'est juste un marron presque noir en fait, tout simplement. Et je vais en passer une couche un petit peu partout. Je vais pas trop frotter comme un malade, tout simplement parce que sinon mon crayon, mon dessin pourrait partir. Mais en général le crayon ça tient quand même bien hein, sur une toile, donc vous en faites pas, ça va probablement pas dégager. Il y a aussi un tout petit peu de liquin dans ma peinture, de sorte à faire en sorte que quand ça sèche, ce soit bien résistant. Alors on peut aussi ne pas mettre de liquin pour les premières couches, de sorte à justement enlever un petit peu de résistance et permettre ensuite avec un chiffon et puis de l'essence de pétrole de pouvoir enlever justement certains endroits. C'est très intéressant aussi, essayez les deux, vous verrez. Donc en fait, ce qui se passe sur ma palette, c'est que j'ai tout simplement un espèce de petit bol en fait avec un jus qui est vraiment homogène. À chaque fois, je remets pas de l'essence de pétrole sur ma palette avec
pour refaire mon mélange, etc. C'est un peu relou, là je sais que j'ai une grande surface à appliquer, donc j'ai tout simplement un petit bol avec une préparation en fait que j'étale un petit peu partout. Je vais tout simplement faire ça sur l'entièreté de la peinture, donc il n'y a pas vraiment besoin de s'éterniser sur le propos, j'applique un marron plus ou moins homogène partout sur la peinture, point barre. Ensuite, pour un genre de sous-étape de l'étape 2 de la grisaille, je vais prendre un petit pinceau et puis je vais tout simplement appliquer du blanc un petit peu partout. Alors ce blanc, vous pouvez utiliser du blanc de titane mélangé avec du liquin, ou alors du blanc de titane mélangé avec un peu plus d'essence de térébenthine ou d'essence de pétrole si vous avez envie en fait de gérer quelque chose d'un petit peu plus liquide. Mais ce qu'il faut, c'est juste avoir un blanc opaque. Et vous gérez la transparence ou en l'étalant plus, ou alors en rajoutant du liquide. Essayez de ne pas utiliser du blanc de zinc ou un blanc transparent, ça risque d'être un peu chronophage parce que vous allez devoir passer pas mal de couches. Donc là vous prenez tout simplement un blanc opaque, que ce soit blanc de titane ou blanc d'argent, et puis vous le mélangez de sorte à ce qu'il ne sèche pas, qu'il ne mette pas 2 semaines à sécher en fait tout simplement, et vous n'hésitez pas à en mettre éventuellement même avec un petit peu d'empattement, c'est pas un problème. Donc là je vais tout simplement suivre un petit peu ma référence photo, et en fait mettre du blanc là où je vois qu'il est censé en avoir, quoi. Donc en fait c'est tout simplement la zone qui est frappée directement par le spot d'éclairage, quoi, tout simplement. Le but lorsqu'on fait du blanc comme ça, c'est vraiment d'éviter de peindre toutes les zones qui seront en fait dans le foncé ou qui paraissent vraiment foncées sur la référence photo. Donc en fait, il va y avoir certaines formes que je vais laisser paraître en négatif. Je peux éventuellement, si j'ai envie, passer du blanc partout et ensuite plus tard, une fois que c'est sec, repasser du marron sur le blanc. Ça serait possible, mais moi je préfère faire comme ça. Aussi de façon à ce que la texture dans les zones de lumière soit pas la même que dans les zones de foncé, parce que c'est un effet que je trouve intéressant. Ensuite, pour les surfaces les plus grandes, bien sûr, n'hésitez pas en fait à utiliser un pinceau plus gros, c'est pas du tout un souci, il faut adapter en fait le pinceau à la surface. Et là, moi, dans mon cas, vu que j'ai envie d'avoir au final un rendu qui est assez propre et réaliste, quelque chose d'assez sérieux, disons, je vais pas avoir envie d'avoir un pinceau trop gros non plus pour être certain de vraiment pas dépasser, de bien respecter mon dessin, etc. Ça fait un petit peu application de valeur au numéro, mais on s'en fout, ça fonctionne. Le but là par contre, ça va être tout simplement dans le même principe en fait, de créer des variations de valeurs. Donc on va avoir des zones où le blanc va être vraiment appliqué très pur, il va y avoir des zones où le blanc va être appliqué avec moins de pureté, et on va tout simplement, je vais pas mélanger le blanc avec du gris de sorte à ce qu'il soit vraiment foncé, je vais juste le diluer plus ou l'étaler plus, et c'est comme ça en fait que je crée mes variations. Ou alors le frotter aussi, on peut tout à fait avoir un pinceau qui applique le blanc et un autre pinceau à côté qui va être peut-être un peu plus rigide ou avec une forme particulière, avec lequel vous allez pouvoir en fait étaler, frotter, et ça va donner de l'opacité à la peinture, ça va être très joli. Ça peut s'apparenter un petit peu à un travail de dessin, c'est-à-dire que d'abord on va souvent appliquer des valeurs un petit peu pas aussi claires qu'on voudrait, donc on va d'abord mettre un peu de blanc, puis on va l'estomper de sorte à ce que ce soit bien propre, puis on va rajouter du blanc jusqu'à arriver à la valeur que l'on désire. Donc il y a vraiment une notion de progressivité dans cette approche. On va pas en fait appliquer directement la bonne valeur à la bonne couleur au bon endroit. C'est ce qu'on appelle une méthode indirecte. Donc il y a vraiment une construction de couche par couche. Et pourquoi je choisis cette méthode ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, j'aime bien le résultat que ça donne, mais aussi je prends du plaisir à le faire en fait, tout simplement. Je pourrais aussi en théorie m'entraîner pour appliquer exactement la bonne couleur au bon endroit. C'est beaucoup plus dur à faire lorsqu'il s'agit de quelque chose d'imagination ou du moins un petit peu créatif, mais au-delà de ça, dans la pratique elle-même, c'est pas quelque chose que je prends du plaisir à faire. Et ça, en fait, c'est pour ça que je dis toujours, ce qui compte, c'est les fondamentaux, le reste, c'est à vous de voir, parce qu'il y a vraiment une notion d'intimité dans la peinture et dans l'art en général. Donc oui, il y a des méthodes qui marchent plus que d'autres pour certains résultats, et c'est important de les apprendre et de les connaître, mais une fois qu'on les connaît, eh bien, c'est un petit peu à vous de choisir quelle méthode vous allez utiliser plus qu'une autre en fonction de vos désirs artistiques et du plaisir que vous prenez aussi, quoi, tout simplement. Ensuite, pour le bas, je vais bien badigeonner du blanc partout parce que j'avais vraiment envie de faire cette impression de personnage qui balance des flammes partout. Donc en fait, dans l'univers de Warhammer 40 000, ça c'est une espèce de machine de guerre immense et elle peut éventuellement s'allier avec des humains. En fait, il y a un pilote à l'intérieur, c'est donc une machine qui est pro-humaine en quelque sorte, c'est pas un extraterrestre. Donc on va avoir éventuellement des personnages au sol avec des lance-flammes qui crament tout autour d'eux. C'est cohérent dans l'univers qui nous intéresse là en l'occurrence, ça a du sens. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de détails et tout, mais juste je veux appliquer les valeurs qui me permettent de voir que là va y avoir une source de lumière. Parce que ce qui va se passer, c'est que ensuite moi, dans la façon dont je vais gérer mon robot aussi, il va du coup y avoir une lumière secondaire qui va être celle du feu,
qui va projeter sa lumière par-dessous, et celle-ci par contre je l'ai pas sur la référence photo, donc il va falloir que je l'improvise un petit peu. Ça aurait été probablement mieux de l'avoir aussi en trouvant un petit stratagème, peut-être par exemple sous le robot, peut-être mettre un téléphone avec une lampe ou quelque chose comme ça, de sorte à avoir vraiment les deux sources de lumière. J'aurais probablement fait quelque chose de plus réaliste et qui aurait eu plus de sens en fait, tout simplement. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, utilisez des stratagèmes pour créer vous-même des références photos qui vont vous servir à faire des créations, même si vous prenez pas mal de liberté ensuite avec les références, c'est quelque chose de très bien et c'est quelque chose qui a toujours été fait. Maintenant que tout ça est sec, on va pouvoir repasser une bonne couche de marron. Le but, en fait, ça va être constamment, puisqu'on est toujours à l'étape de la grisaille, de foncer et d'éclaircir, foncer les zones qui ont besoin d'être foncées, éclaircir les zones qui ont besoin d'être éclaircies, tout simplement. Si vous avez envie d'avoir des éclaircissements sur qu'est-ce qui doit être foncé, qu'est-ce qui doit être clair, je vous invite à éventuellement acheter mon livre, ou alors à vous référer à la formation sur le portrait réaliste. C'est pour le moment la formation que j'ai fait qui parle le plus de ça et qui en parle en détail, et aussi qui propose des exercices pratiques autour de justement la gestion des valeurs du foncé, du clair. Parce que c'est important de comprendre pourquoi une chose est foncée, pourquoi une chose est claire en fait, tout simplement. Là, on fait tout simplement la même chose en fait, je continue à étaler du marron un petit peu partout, et je travaille par transparence constamment, mais c'est vrai que le dessin, il va rester visible un moment. Pendant plusieurs couches, on continue de voir les traits de crayon. Donc évidemment, c'est à vous de trouver un dosage, de sorte à ce que les traits de crayon restent pas visibles trop longtemps, mais en fait, vous allez petit à petit les effacer à force de passer des couches en fait. Et ensuite, de nouveau, dans la même logique, on repasse du blanc aux endroits où il y en a besoin. Donc dans les petites zones, petit pinceau, dans les grosses zones, gros pinceau. Jusque-là, je vous apprends rien. Toute la partie de l'arme, ça a été vraiment compliqué, notamment la partie du dessin, parce qu'effectivement, même si j'ai eu un quadrillage, ce qui permet clairement de faire des choses très intéressantes, de faire un quadrillage et beaucoup plus facilement, la partie de l'arme a quand même été un petit peu difficile à dessiner, puisque les carreaux étaient très gros, et que du coup, il y a eu quand même pas mal de boulot à faire, notamment avec toutes ces petites ellipses, etc. Pour les canons, c'était pas évident. Ensuite, j'avais très envie de lui donner un regard un peu lumineux comme ça, donc comme s'il y avait un peu des spots éclairants qui sortaient de ses yeux, ou du moins en fait, en tout cas une fenêtre bien lumineuse, donc j'ai rajouté du blanc, et une fois que le blanc que j'avais mis en haut est bien sec, il n'y a aucun problème à rajouter une seconde couche. Tant qu'il y a assez de liquin et que vous respectez votre gras maigre, il n'y a aucun souci. Attendez bien que ce soit sec, par contre, c'est ça qui est vraiment très important. Et là, dans la mesure où, si vous voulez, c'est pas de la peinture où il y a une énorme épaisseur, il n'y a pas besoin de trop se casser la tête avec le gras maigre. Vous attendez simplement un jour ou deux, tant qu'il y a du liquin dedans, ce sera largement sec, et en fait, tous les 24 heures, vous pouvez repasser une couche, vous ne mettez pas d'épaisseur, il n'y a aucun risque. Et c'est ça, je trouve personnellement la beauté du couche par couche, c'est qu'en fait ça permet d'avoir un rendu comme ça qui est très doux, très lisse. Alors bien sûr, le fait d'y aller directement aussi permet ce rendu, mais personnellement je trouve que c'est plus facile comme ça, couche par couche. Et il y a aussi facilement un côté atmosphérique, brumeux qui se dégage de la peinture. Ensuite, je vais dessiner quelques petits bonshommes histoire de finir un petit peu la composition. Ça c'est important quand je mets des personnages, personnellement, tout le monde ne fait pas comme ça, mais j'aime bien les placer relativement tôt dans la composition, de sorte à ensuite vraiment les prendre en considération dans l'entièreté de ma peinture. Car quand je fais une peinture et que j'avance trop son rendu, il y a un moment donné où j'arrive plus à rajouter quoi que ce soit, j'ai tellement l'habitude de la voir telle qu'elle est, etc. Donc en général, lorsqu'il y a un élément à rajouter, j'essaye de le rajouter assez tôt. Une fois que j'ai pris ma décision, je le place, quoi. Je patiente pas 10 ans. Alors pour ceux qui connaissent l'univers de Warhammer 40 000, le robot là je l'ai fait beaucoup trop gros. Normalement il n'est pas aussi gros que ça, c'est un robot qui devrait faire peut-être une vingtaine de mètres de haut. Et là à mon avis en vue de la taille des personnages il doit faire 70 mètres de haut, un truc comme ça, j'ai pas mesuré, mais dans l'idée en tout cas je l'ai fait trop grand. Mais après ça c'est quelque chose, c'est un outil vraiment très efficace d'utiliser le placement de personnages ou d'animaux ou de trucs qui nous permettent en fait de comprendre la taille d'un objet. Si vous avez envie de donner un aspect gigantesque à quelque chose, vous avez simplement à mettre un objet qui est déjà pas forcément gros, mais d'une taille que l'on connaît juste à côté. Inversement, si vous avez envie de faire paraître quelque chose de petit, eh bien il vous suffit de mettre un objet qu'on connaît aussi, mais très gros à côté. Donc ça paraît bête, dit comme ça, mais vous pouvez y penser si vous avez envie de donner un aspect gigantesque à un objet, utilisez d'autres objets du quotidien qui nous permettent d'avoir un référentiel, et en plus utiliser la perspective atmosphérique, parce que plus les objets sont grands, plus la perspective atmosphérique va en fait les affecter. Et d'ailleurs on peut voir là, entre les deux jambes,
que la jambe qui est devant est aussi devant d'un point de vue des valeurs. Elle est beaucoup plus foncée et beaucoup plus détaillée que celle qui est derrière. Et ça donne cette impression de distance entre les deux jambes, justement. Et de grandeur aussi, bien sûr. Maintenant que la grisaille est faite, on va dire à 85%, on va passer à la colorisation. Pourquoi je dis 85%? Parce que personnellement, dans mon processus, j'aime faire des grisailles très souvent, mais je ne vais pas forcément m'amuser à faire une grisaille qui sera terminée exactement à 100%, parce que lorsqu'ensuite on va rajouter les couleurs, etc., on pourra toujours se donner un petit peu de liberté pour modifier au moins légèrement les valeurs qu'on a déjà préétablies. En plus, notre perception éventuellement change avec l'évolution de la peinture, donc c'est toujours agréable de se laisser aussi la capacité et l'envie tout simplement de pouvoir foncer une valeur, éclaircir une valeur, etc. Donc pour moi, je reste pas collé à 100% à ma grisaille. Une fois que je mets les couleurs, je me laisse cette liberté-là. C'est pour ça que je dis que je termine pas la grisaille vraiment avant de passer à la couleur. Je passe à la couleur tout simplement quand je me sens prêt. Et ça, après, quand je me sens prêt, c'est vraiment quelque chose d'intime. Ça va dépendre d'une peinture à l'autre. Et ensuite, vous-même, au fur et à mesure de la pratique, vous allez vous sentir plus ou moins confortable à commencer assez vite après la grisaille ou alors à faire une grisaille très poussée. Ça va dépendre aussi de vous, ce que vous aimez pratiquer. Et ensuite, voilà, c'est une question qui est un petit peu intime en tant qu'artiste de choisir quand est-ce qu'on passe à l'étape suivante. Donc moi, je vous montre ma méthode, mais ensuite, vous faites bien comme vous avez envie. Alors, pour la couleur, je vais passer des glacis. Regardez comme, au fur et à mesure que mon pinceau se frotte sur les arêtes, ça devient jaune, ça devient un petit peu doré. Donc là, j'utilise une peinture liquide et transparente à base de jaune oxyde ou d'ocre, ou à base de marron mélangé avec du jaune et du rouge. Enfin, il y a plusieurs façons d'arriver à cette couleur-là, mais dans l'ensemble, c'est un jaune assez foncé et désaturé que je vais passer en couche assez fine, juste pour coloriser en fait le contour. Vous pouvez, si vous avez envie, faire des glacis qui ont des couleurs plus prononcées que ça, mais là, pour celui-ci, j'y suis allé un petit peu plus progressivement. De toute façon, les glacis, on peut en rajouter tout un tas de couches, donc ça sert à rien de se presser vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est que les valeurs restent intactes, et simplement, ça devient jaune au fur et à mesure que je peins les arêtes. Ensuite, on va faire pareil avec la partie, le plat en fait de l'arme, l'espèce de bouclier en fait qui est autour du canon, des canons. Et je vais prendre un rouge, donc là ça va être un rouge vénitien. Le rouge vénitien, c'est un rouge qui va être opaque. Mais je vais tout simplement le diluer suffisamment pour qu'il ait quand même de la transparence. Donc c'est toujours plus optimal pour faire des glacis d'utiliser en fait des pigments qui sont transparents. Ça c'est écrit sur chaque tube, hein. C'est pour ça que des fois vous avez des blancs qui sont transparents, des blancs opaques, etc. Chaque tube de pigment est ou transparent ou opaque, et ça c'est à vous de voir. Mais effectivement, de temps à autre, c'est pas inintéressant d'utiliser des pigments opaques pour faire des glacis, que ce soit parce que vous avez envie de plus d'opacité, ou alors parce que vous aimez particulièrement cette couleur. Moi personnellement, le rouge vénitien, je trouve que c'est un rouge vraiment très très beau. Il est très rouge, il est très foncé, il est très puissant, c'est une couleur extrêmement riche, et en glacis, c'est très efficace. Sur le haut du robot également, je vais passer un petit peu plus de couleurs, juste histoire de réchauffer un petit peu et créer une atmosphère un peu plus intéressante. Là, c'est une peinture qui est, sans être monochromatique, c'est pas une peinture qui est très colorée, on n'est que dans des couleurs chaudes, il y a juste des jeux de température, de valeur et de chaleur en quelque sorte. Donc pour créer justement cette atmosphère un petit peu chaude, il va y avoir un petit peu des teintes comme ça qui sont récurrentes. Donc même sur le haut du robot, je vais placer du orange un petit peu à l'arrache, et ensuite avec un petit morceau de sopalin, je l'étale en fait, et c'est une méthode assez rapide et efficace pour simplement donner une teinte légère. Alors à partir de maintenant, c'est après l'entretien que j'ai eu avec Mathieu Nozière. Il est vrai que je vais utiliser à certains moments de la pâte opaque, alors que j'avais fait auparavant des glacis. C'est pas en soi des masses un problème, il y a éventuellement le gras sur maigre qui pourrait poser un souci quand on fait ce genre de trucs, mais en l'occurrence c'est pas le cas parce qu'en fait mes couches sont vraiment sèches, ça fait des semaines que j'ai pas peint, et vu que je peins au liquin, ça sèche quand même plutôt très vite. Donc je vais suivre un petit peu le plan qui m'a préconisé. Donc je vais appliquer un genre de truc plus foncé, et puis violet dans le ciel dans un premier temps. Et je vais faire déborder un peu le violet sur la partie qui est supérieure, la carapace en fait qui est vraiment à la lumière en haut de mon robot. Et le but, ça va être d'atténuer un petit peu ce flash qu'il y a sur le robot. Et ensuite, j'ai vraiment envie de faire ressortir une forte impression de chaleur dans la partie basse. Donc c'est là que je vais aussi appliquer beaucoup plus de couleurs en fait sur la partie du feu qui est en bas. Ça va se faire en plusieurs couches aussi, mais dans l'ensemble, je vais appliquer pas mal de saturation en fait avec des jaunes, des oranges, des rouges, ce genre de choses. Donc le jaune que je vais utiliser, ça va être seulement de l'ocre jaune, parce que c'est un jaune que je trouve qui est facile en fait à bien tenir en laisse entre guillemets. C'est un jaune qui se maîtrise bien. Je vais avoir aussi du orange qui est un lac de Chine, qui est un orange assez beau.
je vais rajouter aussi plutôt du rouge vers le haut. Enfin en gros tout simplement je vais saturer l'environnement en fait en couleur. Donc pas forcément avec de la pâte opaque et tout, j'aime bien garder un aspect un petit peu subtil, la subtilité de la transparence c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de garder, mais je vais quand même pas hésiter à y aller avec une certaine franchise, et puisque c'est du liquin et que ça mord assez vite, je vais en fait assez souvent l'adoucir, l'estomper de sorte à ce que mes glacis ne se fichent pas dans leur forme primitive en fait, donc je passe le glacis avec un pinceau, je l'adoucis, je l'enrichis, je le modifie, je l'adoucis, etc. À certains endroits, je vais y aller assez franco, quitte à perdre des détails, c'est pas forcément très grave, ce qui compte c'est que les détails soient surtout aux endroits les plus importants, et j'ai vraiment envie que le métal reçoive beaucoup de la lumière qui arrive du feu en fait. Le pompon que je suis en train d'utiliser là, c'est un gros pompon à maquillage, qui est assez pratique, qui perd pas ses poils, c'est pas toujours le cas des pompons à maquillage, et qui permet en fait d'estomper, comme je disais tout à l'heure, en fait les traces de pinceau qui seraient un petit peu grossières. On voit que ça commence à prendre pas mal de couleurs, mine de rien, et je vais aussi travailler sur le métal parce que j'ai vraiment envie de donner une impression de fer justement, et le fer c'est quelque chose qui reflète beaucoup la lumière, le métal ça reflète beaucoup la lumière, et donc je vais faire en sorte que les parties en fait qui font face au feu reçoivent pas mal de lumière en fait très chaude, orange, rouge, etc. Donc là il faut essayer de visualiser en fait la façon dont la lumière va rebondir sur l'objet compte tenu de la 3D de l'objet. J'avoue que quand je le fais, c'est un peu contre-intuitif pour moi parce que j'ai l'habitude de peindre de façon très désaturée, très tonaliste, mais finalement le résultat en vaut la peine, je trouve. Simplement, c'était un petit peu sortir de ma zone de confort de faire ça, et j'avais clairement l'état d'esprit du mec qui est prêt à perdre sa peinture si vraiment il fait n'importe quoi. Je l'ai pris un petit peu comme quand on investit en bourse, par exemple, on se dit bon, on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et bien là, j'étais prêt à perdre ma peinture si les choses tournaient vinaigre, mais au final, je suis content, je suis très content du résultat. En passant une seconde couche dans la partie du feu, cette fois-ci c'était sec, je vais pouvoir revenir faire sauter la lumière encore plus fort en fait, venir contraster encore plus. Et saturer aussi de façon plus appropriée en fait mes personnages par exemple. Donc j'essaie de visualiser en fait où est-ce que les jets de lance-flammes partent, pour en fait appliquer mes contrastes aux endroits les plus opportuns. Puisque je sais que c'est cette zone-là qui va être le point focal le plus important, j'hésite pas trop à y aller avec quand même pas mal de contrastes. Ça recouvre en grande partie les détails que j'avais fait au début en fait de la peinture, où j'avais fait un petit peu des genres de chiquettes un peu blancs, c'était pas très heureux de toute manière, donc ça me gêne pas d'avoir effacé les détails du feu, et de me consacrer plutôt sur des fondamentaux mieux faits, quitte à ce que ce soit moins rendu d'une certaine façon, au final ça rend quand même mieux. Bon là à partir de maintenant on voit que je suis un petit peu hors de contrôle, je commence à mettre de la couleur partout, mais bon c'est plutôt bien, c'était ça qu'il fallait que je fasse en fait, c'était pas avoir peur, passer le pas en fait de recouvrir quelque chose, même si j'ai passé du temps à faire les flammes précédemment avec mes petits détails et tout, au final j'ai fait un truc moins détaillé, mais qui a plus d'impact dans la globalité, et c'est ça que je trouve le plus important en fait, plus que les détails. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette peinture et que vous aurez appris des trucs. Moi, il n'est pas impossible que j'en refasse un de ces quatre. Il y a pas mal de créatures et de trucs un peu dark fantasy qui m'intéresseraient de peindre. C'est vrai que c'est un petit peu annexe à ma carrière de peintre, un peu plus classique, on va dire, dans ma direction. Mais en tout cas, moi j'aime le faire, et donc il n'est pas possible qu'il y en ait d'autres qui débarquent dans le futur. Laissez en commentaire science-fiction si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, dessinez comme des malades, peignez comme des fous, et puis à la prochaine.